Uh, I basically believe that Je crois in fondamentalement que dans une structure large-scale anarchique comme le système international international, system, and some et listeners certains may auditeurs wonder peuvent what se I mean demander ce que about that j'entends when I par talk là about an lorsque je parle anarchic d'une structure structure. anarchique. Here we're talking about Ici, nous parlons d'un where there's monde où no il higher n'existe aucune authority that autorité sits above supérieure au-dessus states. des États, n'est-ce Uh, pas? that in a world Dans un like tel that, monde, où l'on ne where peut you pas être cannot certain be des intentions certain des about autres the États, intentions et of où other ces autres États states, peuvent disposer de and capacités militaires those other importantes, states may have la meilleure façon significant d'assurer sa military survie est d'être capabilities. l'État le plus The puissant best du way système. to ensure your Parce que si survival vous êtes is to dans un be the most système powerful anarchique, state où il n'y in a the pas de system. veilleur de nuit, Because pas if you're in d'autorité an anarchic supérieure, system where si there's vous no avez des night ennuis, watchman, where there's si no un autre higher État s'en prend à authority, vous, if il you n'y a get into personne vers trouble qui and vous another tournez state pour comes obtenir de l'aide. after you, there's nobody you can turn to for help. This is why we call international politics a self-help C'est system. pourquoi nous States qualifions la have to politique protect internationale de themselves système because again, there's no d'auto-assistance. higher authority. Les États doivent se protéger eux-mêmes car, encore une fois, il Uh, n'existe aucune and autorité this supérieure. means that Le you système est don't want to anarchique. be weak because Cela if you're signifie donc que weak, vous ne voulez pas you être take faible, advantage car of si it. vous l'êtes, Or on at least profite there's de a vous, serious chance ou you du can moins il y a take un risque advantage sérieux que of it. cela And no arrive. state wants Et to be aucun taken État ne veut être advantage of. exploité, And certainly certainement pas au point que it's sa to the survie point where soit its menacée. survival is threatened. Mon exemple My préféré pour favorite illustrer example cela est to la Chine. illustrate this Les is Chinois ont été China. très faibles des And années the 1840 Chinese aux were années very weak 1940, from the et cette 1840s période to est the appelée le siècle de 1940s. l'humiliation And this nationale. period is referred to Pourquoi as the l'appelle-t-on century ainsi? of national Parce que les humiliation. grandes puissances Why is européennes, it les the Japonais et century of les national Américains ont humiliation? largement Because profité the de la Chine. European great powers, Ils ont fait des the choses Japanese terribles à and la the Chine. Americans took great advantage of China. They did terrible things to China. Why? Because China was weak and it was vulnerable. Pourquoi? And there was no Parce higher que la Chine était authority faible et China vulnérable, could call et il n'y on avait to aucune rescue autorité it. supérieure à laquelle la So Chine the pouvait faire lesson appel that pour la comes out of secourir. this, in my opinion, Donc la leçon à is that tirer de if you want cela, to be à mon really avis, c'est qu'il faut être powerful, vraiment puissant. let's give you another Je vais vous example donner un that autre exemple qui, selon moi, illustrates this. illustre It bien has ce to do point, with NATO et il expansion. concerne l'élargissement de l'OTAN. The Clinton administration decided L'administration NATO Clinton a expansion décidé de in l'élargissement de l'OTAN en 1994. And the 1994, first tranche of et la première expansion vague d'élargissement a eu lieu en 1999, Poland, lorsque the la Czech Pologne, Republic, la and Hungary République were tchèque brought et la into Hongrie NATO. ont rejoint And the l'OTAN. second big tranche was in La deuxième grande vague a eu lieu en 2004 when the 2004, Baltic lorsque les states, États baltes, Romania, la Roumanie, la Bulgarie, Bulgaria, la Serbia, and Slovénie et la Slovakia were Slovaquie ont brought intégré into the l'alliance. alliance. Pendant Now, tout ce temps, all les the Russes se sont plaints while, amèrement the de Russians l'élargissement de l'OTAN. complained bitterly Ils y étaient about farouchement NATO opposés, expansion. mais ils ne pouvaient rien And faire they pour were l'empêcher. adamantly opposed. But they could do nothing to stop it. And the question you want to ask yourself is, why couldn't they do Et la anything question que to vous devez stop vous it? poser The est, answer is they were just too pourquoi weak. n'ont-ils rien pu faire pour Russia l'arrêter? was an Et la réponse est extremely qu'ils étaient tout weak simplement trop faibles. country in the 1990s. La Russie était un pays Even in extrêmement the faible early dans les années 2000s. 1990 It's et même only au début des années recently that 2000. Putin has brought the Ce n'est que Russians récemment from the dead. que Poutine a ramené les Russes d'entre les morts, et nous considérons désormais la Russie comme une grande puissance. Mais lorsque la Russie était faible, les États-Unis en ont profité. C'est simplement ainsi que les grandes puissances agissent, à mon avis. Les grandes puissances ont tendance à être impitoyables, et elles le sont dans le sens où elles cherchent toujours à accroître leur puissance aux dépens des autres États. Cela signifie donc qu'il faut être vraiment puissant en politique internationale, car c'est la meilleure façon de survivre. À mon avis, la meilleure façon pour un État de maximiser ses chances de survie est de devenir un hégémon régional, de dominer sa région du monde et de s'assurer qu'il n'existe aucun autre hégémon régional sur la planète. En d'autres termes, la meilleure situation dans laquelle un État puisse se trouver est d'être le seul hégémon régional au monde. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et dans lequel nous vivons depuis 1900, il n'y a eu qu'un seul hégémon régional, et c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont un hégémon régional dans l'hémisphère occidental, et ils ne veulent pas qu'un autre État devienne un hégémon régional. Et le résultat final de tout cela
c'est que nous avons déployé d'énormes efforts au fil du temps pour empêcher d'autres pays de dominer leur région du monde, comme les États-Unis dominent l'hémisphère occidental. Ainsi, au XXe siècle, les États-Unis ont joué un rôle clé pour empêcher l'Allemagne impériale, le Japon impérial, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, ces quatre grandes puissances, de dominer soit l'Europe, soit l'Asie de l'Est. Les États-Unis, encore une fois, ne tolèrent pas d'autres hégémons régionaux, et nous avons travaillé dur pour empêcher ces pays de le devenir. Et bien sûr, ils voulaient tous devenir des hégémons régionaux, parce qu'ils comprenaient que c'était la meilleure façon d'assurer leur survie. Le but du jeu est d'imiter les États-Unis, de faire ce que les États-Unis ont fait dans l'hémisphère occidental. Maintenant, si l'on avance jusqu'à aujourd'hui et que l'on parle de la relation entre les États-Unis et la Chine, mon point de vue est qu'à mesure que la Chine est devenue de plus en plus puissante au cours des années 1990 et des 2 premières décennies du XXIe siècle, ce qu'elle ferait et ce qu'elle fait serait d'essayer de dominer l'Asie de l'Est. Elle chercherait à devenir une hégémonie régionale. Et en même temps, comme je l'ai souligné, les États-Unis ne tolèrent pas d'autres hégémonies régionales dans le système. J'ai donc prédit il y a longtemps que si la Chine s'élevait, premièrement, la Chine essayerait de dominer l'Asie de l'Est. Et deuxièmement, les États-Unis feraient tout leur possible pour contenir la Chine, de la même manière qu'ils ont contenu l'Allemagne impériale, le Japon impérial, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Ainsi, la compétition sécuritaire que j'observe actuellement en Asie de l'Est, impliquant à la fois la Chine et les États-Unis, n'est à mon avis guère surprenante. Elle est en grande partie motivée par la structure du système international. Elle découle du fait que le système est anarchique, qu'il n'existe pas d'autorité supérieure, et que les États doivent donc s'inquiéter de ce qui pourrait leur arriver si un autre État devenait agressif à leur égard. Dans un tel monde, les États font tout leur possible pour dominer leur région. J'affirme donc que du point de vue de la Chine, il est tout à fait logique de vouloir dominer l'Asie de l'Est. Si j'étais à Pékin, je voudrais dominer l'Asie de l'Est. Mais en tant qu'Américain, je veux m'assurer que la Chine ne domine pas l'Asie de l'Est. Par conséquent, en tant qu'Américain, je pense qu'il est logique de contenir la Chine. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que tout le concept de montée pacifique de Deng Xiaoping reposait sur l'idée, selon ses propres mots, que la Chine devait se développer sans attirer trop d'attention indésirable. L'argument était qu'elle devait cacher sa force et éviter d'attirer l'attention des États-Unis et d'autres grandes puissances, car celles-ci essaieraient de freiner la Chine. Mais cette définition de la montée pacifique suggère simplement de retarder tout conflit jusqu'à ce qu'ils aient la force nécessaire. Une fois qu'ils atteignent un certain niveau de puissance, ils finiraient inévitablement, selon cette vision, par entrer en rivalité avec d'autres. Cependant, il semble maintenant que leur montée pacifique a été, disons, redéfinie. Désormais, ils parlent de développement à somme positive, de bénéfices mutuels, tout l'esprit de Shanghai. Mais je me demandais, d'un point de vue réaliste, voyez-vous des arguments selon lesquels la Chine se comporterait différemment simplement à cause de sa position? Parce que si l'on dit que les États cherchent à renforcer leur sécurité, ou cherchent-ils à maximiser leur sécurité ou leur puissance? Car si c'est la sécurité, alors il y aurait plus de limitations pour la Chine. Parce que les États-Unis, dans une certaine mesure, sont un État insulaire de facto qui se trouve dans sa propre partie du monde. Il n'y a pas de rivaux. Donc, être un hégémon régional est plus attrayant. Tandis qu'en Asie, si les Chinois cherchaient à occuper une position très dominante dans cette partie du monde, cela aliénerait les Russes et d'autres. Ils pourraient alors s'équilibrer collectivement contre la Chine. N'y a-t-il donc pas une certaine pression sur les Chinois pour, je suppose, se comporter de manière plus modérée dans leur région, étant donné qu'ils se trouvent dans un voisinage
avec toutes ces autres grandes puissances. Permettez-moi de dire, tout d'abord, que je ne vois pas vraiment de différence entre maximiser la sécurité et maximiser la puissance d'un État, car je pense que la meilleure façon d'être en sécurité, ou pour le dire un peu différemment, la meilleure façon de survivre dans le système international est de maximiser sa puissance. Je pense que plus vous êtes puissant, plus vous avez de chances de survivre. Maintenant, en ce qui concerne la Chine, il ne fait aucun doute qu'il a été plus facile pour les États-Unis de devenir un hégémon régional que ce ne le serait pour la Chine. Car il existe d'autres pays qui feront tout leur possible pour s'assurer que la Chine ne domine pas l'ensemble de l'Asie de l'Est. Et cela, bien sûr, inclut les Japonais aussi bien que les Américains. En ce qui concerne les Russes, le fait est qu'en raison de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont contribué à pousser les Russes dans les bras des Chinois. Ainsi, il est peu probable que les Russes, dans un avenir prévisible, puissent freiner la montée en puissance de la Chine. Les Indiens constituent un cas différent, mais il faut se rappeler que l'Inde n'est pas située en Asie de l'Est. Elle se trouve en Asie du Sud. Et bien qu'elle fasse partie du Quad, c'est-à-dire l'alliance qui regroupe l'Inde, les États-Unis, le Japon et l'Australie, même si l'Inde est dans le Quad, je ne pense pas qu'elle ait une grande importance pour contenir la montée en puissance de la Chine en Asie de l'Est. Donc je pense que, si l'on veut parler de contenir la puissance chinoise en Asie de l'Est, cela dépendra des États-Unis et du Japon. Et bien sûr, d'autres pays seront également impliqués, notamment l'Australie, les Philippines, la Corée du Sud et quelques autres. Je crois qu'il est relativement facile pour les États-Unis de contenir la Chine dans un avenir prévisible. Je ne pense pas que la Chine va devenir une puissance hégémonique régionale de sitôt. Il est possible que cela finisse par arriver. Et cela revient à votre point de départ. Il a tout simplement été beaucoup plus facile pour les États-Unis d'établir leur hégémonie dans l'hémisphère occidental que cela ne le serait pour la Chine. Oui, non. Je voulais simplement dire qu'il semble que les Chinois réalisent qu'en Asie centrale, ils doivent limiter la puissance qu'ils exercent, car s'ils marchent sur les plates-bandes des Russes, ils risquent de perdre un partenaire très important qui pourrait alors devenir un adversaire. Mais à propos de la Russie, vous identifiez, si je ne me trompe pas, 3 grandes puissances dans le système international, qui sont les États-Unis, la Chine et, je suppose, plus lointainement, la Russie. Oui. Mais pensez-vous que cette politique des États-Unis, sous Trump, cherchant à se rapprocher de la Russie comme motivation pour mettre fin à la guerre en Ukraine, est organisée autour de l'idée de devoir s'aligner avec la Russie contre la Chine? Et pensez-vous que c'est une politique réaliste, quelque chose qui peut être atteint? Parce que je ne le vois pas pour l'instant, mais je ne sais pas si, à moyen ou long terme, ça pourrait être. Eh bien, je pense, Glenn, que lorsque l'on examine la structure du système, ce à quoi on s'attendrait d'un point de vue réaliste, c'est que les États-Unis et la Russie soient alliés, tous deux intéressés à contenir la Chine. Mais ce n'est évidemment pas le cas, et c'est à cause de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a poussé les Russes dans les bras des Chinois. Je pense que l'administration Trump comprend, et beaucoup d'autres Américains comprennent, que cela n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. La guerre en Ukraine nous nuit de 2 façons. Tout d'abord, elle rend très difficile un pivot complet vers l'Asie pour contenir la Chine, car ce qui se passe ici, c'est que nous sommes coincés en Ukraine. Et si vous êtes coincé en Ukraine, ou plus généralement en Europe, alors il est très difficile, voire impossible, d'opérer un pivot total vers l'Asie de l'Est. Mais le deuxième point, c'est que si vous êtes coincé en Ukraine, dans une guerre contre la Russie, vous poussez les Russes dans les bras des Chinois. Et cela n'a aucun sens stratégique du point de vue américain.
Je crois que Trump l'a compris et qu'il essaye de rectifier la situation. Il veut améliorer les relations entre les Russes et les Américains. Et je pense d'une certaine manière que ce qu'il cherche à faire, c'est détacher les Russes de la Chine et aussi mettre fin à la guerre en Ukraine afin que nous puissions nous tourner plus pleinement vers l'Asie de l'Est. La question que vous devez vous poser est la suivante. Quelle est la probabilité que Trump réussisse dans cette entreprise? Je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est extrêmement improbable. Je pense que les Russes ne font absolument pas confiance aux Américains. Ils ne font certainement pas confiance à l'administration Trump. Et je pense que les Russes ont peu d'intérêt à s'éloigner de la Chine et à se rapprocher des États-Unis, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux États-Unis. Je pense donc que les Russes resteront proches de la Chine dans un avenir prévisible. En même temps, il n'est pas évident que Trump puisse mettre fin à la guerre en Ukraine et se tourner complètement vers l'Asie de l'Est. Jusqu'à présent, il a très mal géré les efforts diplomatiques pour mettre fin à ce conflit, et il n'y a pas beaucoup de raisons de penser qu'il va réussir dans un avenir proche. Il semble donc que nous soyons coincés en Ukraine, au moins à court terme. Sur le long terme, il est difficile d'imaginer que les Chinois et les Russes prennent des directions différentes et que nous soyons en position de nous aligner avec les Russes. Je ne vois donc pas Trump réussir. I don't see Trump succeeding.